profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Randonnée maudite. Mon ami est revenu du brouillard sans ses entrailles, mais avec un sourire. Notre voyage a commencé fin février, lorsque mes 3 amis, John, Steve, Max et moi-même, avons conduit mon camion dans l'arrière-pays de Boxwood Gulch pour suivre la North Fork de la South Platte River. Steve possédait une cabane dans l'arrière-pays. Nous y avons donc laissé mon camion et avons commencé notre randonnée de 57 km dans le terrain boisé qui suit la rivière. Nous avions préparé tout notre matériel de camping et de pêche, ainsi que suffisamment de nourriture pour espérer tenir les 3 jours que durerait le voyage aller-retour. La pêche au bar avant la fraie ne serait pas facile une fois que nous aurions atteint le trou, mais si nous devions endurer ce froid brutal, nous ne rentrerions pas à la maison sans nous être battus. Lorsque nous nous sommes mis en route au petit matin, quelques flocons de neige commençaient à tomber. Le terrain était très boisé et accidenté, ce qui rendait la marche lente. Mais l'air frais de la montagne bruissait à travers les arbres et la lumière du soleil traversait la canopée, faisant scintiller les flocons de neige tandis que les oiseaux gazouillaient au-dessus de nos têtes. Le voyage s'annonçait presque parfait. Nous nous sommes arrêtés pour nous reposer quelques heures plus tard. Le temps s'était lentement dégradé depuis notre départ, mais ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons réalisé à quel point il était devenu mauvais. La neige nous entourait dans une rafale aveuglante, tandis que le vent hurlait. Les arbres tordus et mutilés craquaient, se balançaient violemment, menaçant presque de se briser en deux. Le sol avait déjà accumulé une bonne dizaine de centimètres de neige. Il était environ midi, mais le ciel était complètement noir. Et je ne veux pas dire noir à cause de la tempête qui ne cesse de s'intensifier. Je veux dire qu'entre les trous dans les nuages, il n'y avait pas de bleu, juste du noir solide. Aucun d'entre nous ne l'a vraiment remarqué sur le moment, car il était difficile de s'en apercevoir à travers l'épaisse cascade de neige et la visibilité limitée. Cependant, après avoir poursuivi notre randonnée pendant un certain temps, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas. Outre le ciel, nous nous sommes également rendus compte qu'il n'y avait rien au loin. Il y aurait dû y avoir au moins des montagnes, mais quelle que soit la direction que nous prenions, le monde ne semblait s'étendre que sur une 50aine de mètres autour de nous. Puis il disparaissait dans le blizzard. Il faisait nuit maintenant, ou du moins, il faisait noir dehors. Ma montre indiquait cependant 2 heures de l'après-midi. Au fur et à mesure que nous avancions, de nouvelles choses apparaissaient, mais tout ce qui était derrière nous disparaissait. Et bien que nous puissions avancer, nous ne pouvions pas revenir en arrière. Une fois que nous avions laissé quelque chose derrière nous, nous ne pouvions plus l'atteindre. Steve avait oublié son briquet un peu plus tôt lorsque nous nous sommes arrêtés pour manger. Mais lorsque nous avons essayé de faire demi-tour, nous avons été accueillis par un mur de neige et de brouillard à travers lequel il était impossible de voir. Les faisceaux de nos lampes de poche ne pénétraient pas dans le brouillard. Ils s'arrêtaient en le touchant comme s'il s'agissait d'un mur physique. Des volutes de vapeur dansaient sur la surface indistincte, et le vide gris derrière elles semblait s'étendre jusqu'à l'éternité. Curieux, Steve tendit lentement la main et la fit pénétrer dans le brouillard. Le bout de ses doigts a d'abord disparu, puis toute sa main s'est évanouie dans la brume. Nous sommes tous restés incrédules, regardant le mur qui était incroyablement haut et s'étendait à perte de vue. Il n'y avait pas de véritable dénivellation. Les choses ne s'estompaient pas dans le lointain. Il y avait une ligne claire où le mur commençait, et rien n'était visible au-delà de ce point. Nous étions en train de noter tout cela lorsque Steve a marmonné quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Je... Il balbutie. « Je ne sens plus ma main. » Il a dit cela lentement, comme s'il s'en rendait compte en même temps qu'il le disait. Perplexe, il a lentement retiré sa main, puis a poussé un cri. Son gant était déchiqueté.
presque désintégré, et sa main semblait avoir été passée dans une déchiqueteuse à bois. De profondes entailles laissaient apparaître l'os blanc en dessous, et les doigts qui lui restaient étaient dénudés. Nous avons tous paniqué. « Oh mon Dieu, mais c'est grave !» s'écrie Max. Steve est resté debout, serrant ce qui lui restait de main et hyperventilant. Nous devions l'emmener à l'hôpital, sinon il allait certainement se vider de son sang. Mais nous étions à presque une journée de marche de la cabane de Steve, qui était assez éloignée. Nous étions tous en train de vérifier frénétiquement nos téléphones à la recherche d'un signal lorsque le pire est arrivé. Steve s'est évanoui. Ses yeux se sont fermés, ses jambes se sont dérobées et il est tombé en avant dans le brouillard. Aucun d'entre nous ne l'a remarqué au début, mais quand nous l'avons enfin fait, tout ce que nous pouvions voir, c'était ses jambes qui dépassaient de la brume. Immédiatement, sans réfléchir, nous nous sommes précipités pour le sortir de là. Nous avons attrapé ses jambes et nous nous sommes efforcés de le ramener à la vue. Mais avant même de le voir, nous avons immédiatement regretté d'avoir agi ainsi. Nous savions d'une certaine manière ce que nous allions trouver. La chose que nous avons tirée n'était pas Steve, plus du tout. Toute sa peau avait été découpée, sa cage thoracique avait été ouverte et ses entrailles s'étaient répandues. Et son visage s'était instantanément gravé dans ma vision, devenant une image rémanente qui me hante encore aujourd'hui. Non seulement parce qu'il était horriblement mutilé, non seulement parce que ses yeux avaient été arrachés pour ne laisser que des orbites vides, mais aussi parce qu'il me souriait. Un grand et large sourire qui avait commencé petit, mais les entailles dans son visage lui ont permis de s'étirer littéralement d'une oreille à l'autre. Max a crié et a repoussé le corps mutilé de Steve dans le brouillard. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions, de la seule façon possible, en nous enfonçant dans les bois. Comme avant, la neige et le brouillard se sont séparés devant nous, mais ont englouti tout ce que nous avons laissé derrière nous. Au fur et à mesure que nous courions, le paysage autour de nous a commencé à changer lentement. Les arbres qui nous entouraient étaient maintenant flétris et morts. L'herbe était aplatie et blanchie. En fait, tout ce qui nous entourait était sans vie et terne. Les couleurs avaient pratiquement disparu, ne laissant que des nuances de gris et un sentiment accru de solitude et de mort. « Les gars !» ai-je crié en courant, n'osant même pas m'arrêter une minute. « Nous ne pouvons pas faire demi-tour et revenir directement, mais nous pouvons peut-être faire le tour jusqu'à la cabane de Steve. Ensuite, on pourra prendre mon camion et se tirer d'ici. » John et Max ont hoché la tête, et nous avons tourné à 90 degrés vers la droite et continué à courir. Finalement, nous avons traversé ce qui semblait être un troupeau de cerfs. Tous étaient couchés sur le sol, gris et sans vie, découpés en morceaux. Le sang imprégnait le sol enneigé. Alors que nous courions à travers le troupeau, évitant les cadavres, il était difficile de ne pas remarquer que leurs yeux morts et sans vie semblaient nous suivre. Lorsque nous nous sommes sentis suffisamment confiants pour ne pas revenir sur nos pas, nous nous sommes dirigés vers la cabane de Steve, vers la sécurité. Nous avons couru pendant au moins 1 heure, mais finalement, aucun d'entre nous n'a pas pu courir plus longtemps. Nos corps ne le permettaient tout simplement pas, et nous avons été obligés de nous arrêter. Au bout d'un certain temps, Max, John et moi avons réussi à allumer un feu malgré la neige et l'amadou humide. Nous espérions qu'il nous apporterait un peu de chaleur et de sécurité, mais nous nous sommes trompés. Les flammes étaient d'une teinte orange vif, apportant un peu de couleur dans le monde de gris. De toute évidence, elles n'étaient pas à leur place, et nous non plus. Plus les flammes crépitaient et éclataient, plus nous commencions à entendre quelque chose. D'abord lointain et calme, puis de plus en plus proche, de plus en plus fort et de plus en plus nombreux. Un chœur de plaintes et de gémissements a glacé le sang, emplit bientôt l'air stagnant autour de nous. Concentrés sur le feu et faisant semblant d'être en sécurité, hypnotisés par sa beauté, nous n'avons pas immédiatement remarqué une carcasse de cerf mutilé qui se traînait lentement hors du brouillard et nous apparaissait. Nous n'avons pas non plus remarqué la 2e carcasse, ni la 3e.
Finalement, nous sommes sortis de notre transe juste à temps pour nous lever, terrorisés, alors qu'une myriade de carcasses d'animaux sortaient du brouillard, attirés par l'étrange lumière du feu. Nous étions des intrus dans leur monde. J'étais paralysé par la peur, incapable de respirer. Les cadavres se déplaçaient en agitant leurs membres de façon surréaliste et désordonnée, comme s'il s'agissait de marionnettes mal animées. Je me suis tourné vers mes amis pour constater qu'ils n'étaient plus à mes côtés. Ils étaient partis en courant, me laissant derrière eux. Je me suis retourné pour leur courir après, mais quelque chose m'a attrapé par l'épaule. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir ce que c'était. Je l'ai su grâce à la main qui m'a saisi l'épaule. Une main qui semblait être passée dans une déchiqueteuse à bois. Je me suis débattu et j'ai réussi à me libérer avant qu'il ne puisse m'attraper, et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais en aucun cas voir le visage de ce qui avait été mon ami. Je ne voyais plus ni John ni Max, et je supposais qu'ils devaient être devant moi. Mais c'était moi qui avais les clés du camion et Steve celles de la cabane. Ils ne seraient pas plus en sécurité si je ne pouvais pas les rejoindre. Alors j'ai couru et couru plus vite et plus longtemps qu'aucun être humain ne pourrait le faire dans des circonstances normales. Enfin, après Dieu sait combien de temps, j'ai pu distinguer faiblement une structure au loin. C'était la cabane. J'ai ressenti un élan d'espoir. Les gémissements continuaient à résonner dans l'air nocturne, mais je semblais avoir une longueur d'avance sur eux à ce moment-là. J'ai atteint le camion, je l'ai déverrouillé et j'ai sauté à l'intérieur. J'ai scruté les environs à la recherche de Max ou de John, mais je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais pas les abandonner, mais je ne pouvais pas non plus attendre indéfiniment. J'étais assis, transpirant et tremblant nerveusement tandis que les gémissements se rapprochaient et devenaient de plus en plus forts. J'étais sur le point de prendre la décision de partir, quand j'ai soudain distingué quelqu'un qui courait vers moi. On aurait dit Max. J'ai démarré le camion et je lui ai fait signe de courir plus vite. Mais pour une raison que j'ignore, je me suis surpris à appuyer inconsciemment sur l'interrupteur à ma gauche, verrouillant toutes les portes. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient. J'ai levé les yeux et le visage horriblement mutilé de Max était appuyé contre la vitre du conducteur, me regardant en souriant. Il essayait d'ouvrir la portière. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai démarré, tremblant comme un fou et me retenant de vomir. Alors que je rentrais chez moi, le ciel s'est lentement éclairci pour prendre une teinte bleue et j'ai fini par voir le soleil percer les nuages. Il était 9 heures du matin. J'ai commencé à voir d'autres voitures sur la route et les gens à l'intérieur m'ont fait signe, comme je leur ai fait signe. Des gens normaux et gentils. Je suis rentré directement chez moi et j'ai demandé à ma petite amie de m'épouser. Non, je suis désolé. Ce n'est pas vrai. Là, je suis assis dans ma maison, la porte verrouillée et barricadée, les fenêtres barricadées, et je vous conte cette histoire. Et je me suis senti heureux pour la première fois depuis longtemps en vous parlant de cette fin. Je me souviens à peine de ce à quoi ressemble un ciel bleu, mais je voulais juste l'imaginer dans mon esprit une dernière fois. J'avais juste besoin d'imaginer un monde plus heureux, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que l'histoire s'est terminée. La vérité, c'est que pendant que je conduisais, le ciel ne s'est pas éclairci, le soleil n'est pas réapparu, et le brouillard m'entourait toujours, comme il entoure maintenant ma maison. J'entends des gémissements tout autour et on frappe constamment à ma porte. Et quand je regarde par le Judas, tout ce que je vois, c'est une chose qui me sourit. L'odeur de la mort est omniprésente. Le téléphone ne fonctionne pas, la télévision et la radio ne diffusent que des parasites. J'entends les serrures de mes portes se défaire la nuit, et je dois constamment les surveiller et les reverrouiller. J'attends simplement la nuit où ils entreront dans ma maison quand j'oublierai de vérifier la porte, ou quand ils passeront par une fenêtre, ou quand je me réveillerai au milieu de la nuit pour les voir à côté de moi, et voir leur sourire à quelques centimètres de mon visage.